Messieurs, dames, Tanguy Koki. Le petit Rwanda est-il réellement petit ndenge toyo kaka to ndenge batu balobaka? Mesdames et messieurs, situation à est ya ekolo ya Congo. Jour nini ekozala réellement stable malgré les efforts de son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 Bazali ko insister sur les accords, le respect des accords. Bazali ko faire appel na coordonnateur, il y a un mécanisme national de suivi, il y a un accord au bango ba signé à la République démocratique du Congo en 2012. Tolingi to yeba. Quelles ont été les clauses, le terme de ces contrats, le terme de ces accords entre la RDC et le M23? Nous aurons appris que le M23 est le seul mouvement entre guillemets congolais. Il y a plus de 150 groupes de rebelles de nationalité congolaise. Mais pourquoi Bango Baza le seul qui va bénéficier qui n'a statut spécial? Qui Bango soi-disant le réserve, il y a bénéficier d'un privilège quelconque. Nous en parlons parce que c'est très important avec Eric Tshisora qui est à ma gauche. Parce qu'il est important, c'est quoi les accords? Qu'est-ce qui a été réellement au cœur de ces négociations entre le gouvernement congolais de l'époque sous Joseph Kabila Kabange et Matata Ponyo comme chef de gouvernement pour que le M23, la République démocratique du Congo, rappelle, il y a un mécanisme de suivi. C'est quoi le problème? Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui d'un problème sensible. Mais c'est vrai. Imaginez qu'à gauche, nous avons le tribalisme et à droite, on nous parle du fédéralisme. L'ABACO, l'Alliance de Bakongo, s'est réveillée aujourd'hui pour demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'adhérer au système fédéralisme. Est-ce opportun pour la République démocratique du Congo d'aujourd'hui? Merci à Eric Tshiswaka et nous te disons bonjour. Bonjour Bébira Marie-Lubokola. Merci de m'avoir reçu, très bien habillé. Merci élève de Matata Ponyo en cravate rouge. Ah non, fils politique de Bati Lukwebo, nous on ne défend pas Matata. Okay. Puisque tout ce qui est Matata n'est pas favorable pour le pays. Il dit qu'il est le plus crédible pour diriger le Congo et personne ne peut s'opposer à lui. Matata n'a jamais été un homme crédible pour ce pays. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il prône le leadership responsable, je me suis juste posé une et mille questions. Nous avons été dans une économie extravertie pendant plus de 20 ans, alors que Matata fut Premier ministre. Quelle est sa politique du leadership ou du managérial dont aujourd'hui il nous fait allusion? Donc comprenez simplement que nous avons eu au départ un monsieur qui n'a jamais rêvé être politicien. Il n'a touché même pas à un franc de la République. Non, mais il écoutez, est le modèle et le repère de la jeunesse. Non, écoutez, c'est faux, puisqu'il faudrait aujourd'hui nous poser la question de savoir. C'est ainsi que j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que il y a certains articles de la Constitution qui ne sont pas respectés, puisque la Constitution nous dit que quand vous devenez ministre ou quand vous devenez, je ne sais pas moi, président de la République, etc., ou avant d'être président de la République, vous devrez présenter ce qu'on appelle votre patrimoine, ce que vous possédez, n'est-ce pas? Matata n'a jamais présenté son patrimoine? Je n'ai jamais vu là où Matata en a présenté. Et la Constitution dit encore ceci. Dès que vous quittez, que ce soit ministre ou sénateur, je ne sais pas moi qui, vous devriez aussi présenter votre patrimoine. Puisqu'on doit savoir, quand vous êtes entré au pouvoir, qu'est-ce que vous avez eu avant le pouvoir, et quand vous sortez, qu'est-ce que vous avez eu après ce pouvoir. C'est comme ça que la Constitution définit. La Constitution nous a dit réellement cela, mais cela n'a jamais été appliqué. Cela n'a jamais été appliqué. Matata devient Premier ministre et ne nous a jamais présenté ce qu'il avait. Vous avez vérifié la Cour constitutionnelle? Je vous informe, puisque je ne peux pas venir sur ce plateau pour confirmer de faussetés. Matata n'a jamais présenté ce qu'on appelle patrimoine, ce qu'il possède, ses ressources, ses richesses. Et même quand il est sorti, il n'en a pas présenté. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a construit une université privée, n'est-ce pas, mais qui s'est dit modèle du leadership en République démocratique du Congo. Alors que pour le Congo, qu'est-ce que Matata a laissé pour la République démocratique du Congo? Donc, quand il parle du leadership, il faut comprendre que son leadership... Le système macroéconomique, Eric Tshiswaka, non, écoutez, non, mais quand on parle de la croissance macroéconomique, ça veut dire quoi?
Il faudrait que les gens comprennent la croissance macro. Quand nous faisons une étude macro, c'est une étude où nous analysons toute la production de toutes les entreprises, tout ce que nous produisons dans toutes les entreprises de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous parlerons de la croissance. C'est-à-dire que nous allons par exemple voir qu'est-ce que la GECAMINE a produit, qu'est-ce que l'OCC a produit, qu'est-ce que la SNEL a produit. Et en réalisant toutes ces recettes, nous voyons réellement que chaque entreprise a réalisé des gains ou des bénéfices. Et maintenant, de cela, nous nous disons qu'est-ce que ça apporte au budget de l'État. Est-ce que le budget, il y a eu croissance, croissance au fait dans le budget de l'État. Et c'est par là que nous allons parler de la croissance économique. Et cette croissance doit avoir de l'impact sur la vie du peuple congolais. Vous ne pouvez pas parler de la croissance économique sans qu'il y ait de l'impact. Il a parlé des cadres macroéconomiques. Et ces cadres macroéconomiques n'ont jamais été matérialisés. En fait, ce sont juste des lexiques économiques pour impressionner. Vous savez, à l'époque, Kabila ne connaissait ni les lexiques juridiques, ni les lexiques économiques. Donc, quand il a vu quelqu'un avec une cravate rouge qui parlait des cadres macroéconomiques... On parlera d'un complexe scientifique ou bien lexical? Non, mais ce n'est pas un complexe scientifique. Vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un, par exemple, qui a fait l'économie et que vous n'avez jamais fait l'économie, que vous avez fait peut-être le science sociale, vous avez fait peut-être le droit, quelqu'un qui parle avec des lexiques économiques, en fait, il y a un peu ces petits... vous avez un peu tendance à ne pas comprendre certaines choses. Et quand je suis devant un juriste qui me parle avec des théories ou des termes juridiques... La juridicialisation, par exemple. Évidemment, quelque part, vous allez vous dire, ben ça provient d'où? Il faut que, étant un intellectuel, je dois épuiser pour savoir ça signifie exactement quoi. Or, Kabila n'étant jamais intellectuel, n'ayant jamais rêvé être intellectuel, il ne connaissait ni ce qu'on attend par le cadre macroéconomique, ni la croissance économique. Quand il est devant quelqu'un habillé en chemise blanche et cravate rouge, en train de parler je ne sais pas moi si je dirais un français ou une langue à proximité du français, et lui, comme il ne savait même pas parler français, il avait peur d'apprendre tout ce qui sortait de la bouche de Matata Ponyo. Avez-vous peur de la diversité qui se pointe à l'horizon, apparemment? Vous avez peur? Quelle diversité avec qui? La diversité qui se pointe à l'horizon avec Matata Ponyo. Vous dites que sûrement, si c'est présenté à l'élection présidentielle, vous n'aurez pas de chance. Non, mais c'est faux. En fait, parce que carrément, vous n'avez pas de bilan. Non, ça c'est faux, c'est faux, archi faux. Nous regardons les bilans que Matata nous a produits pendant qu'il était Premier ministre. Vous savez, la Constitution présente les premiers ministres comme celui qui est le patron du gouvernement. Alors, lorsque vous regardez un ancien Premier ministre qui était patron du gouvernement, ce qu'il a produit en République démocratique du Congo, ben, nous nous posons la question. Dès lors de votre introduction, vous avez parlé de cet accord qui a été signé entre les M23 et le gouvernement congolais où Matata était ministre. Et là, vous allez... Premier ministre, c'était lui le patron de l'accord. Déjà, dans cet accord, vous comprendrez que ce qui a été élaboré, c'était pour détruire la République démocratique du Congo. Alors là, je me pose réellement la question, est-ce que Matata est réellement congolais? C'est ça la question fondamentale que nous nous posons, puisqu'il y a que ceux qui ne sont pas congolais qui ne peuvent qu'élaborer des lois, qui ne peuvent qu'élaborer certaines choses au détriment de la RDC. Donc Matata n'a jamais été un modèle ni du leadership, ni du développement. Je me suis posé mille questions. Et puis il faudrait que vous notiez ceci, Madame Bébira. Nous n'allons pas quand même nous éterniser là-dessus, parce que nous avons deux grandes thématiques notez un peu ceci. à développer. Je crois que certains appellent ça les biscuits. Notez un peu ceci. Vous savez, aujourd'hui, si on parle de Matata, la personne qui a fait des Matata aujourd'hui, c'est le professeur Moukoko Samba. Je me rappelle que lorsqu'il fut vice-premier ministre, c'était Moukoko Samba qui a même présenté certaines choses qu'aujourd'hui Matata s'est approprié de cela pour se dire. La bancarisation, par exemple. La bancarisation de Moukoko La bancarisation, c'était d'abord, il faudrait le dire que la bancarisation était un projet d'Adolphe Mozitu. Et comment il s'appelle, Moukoko Samba aussi en a apporté un peu plus d'éléments. Matata qui n'en savait absolument rien. Matata en a carrément matérialisé, mais pas selon la vision. Non, c'est Moukoko Samba qui l'a matérialisé. Évidemment, c'est Moukoko Samba qui l'a matérialisé. Mais quand je disais Moukoko Samba l'a matérialisé, mais c'est lui qui fut Premier ministre à ce moment-là, c'était Matata Ponyo. Voilà. Et comprenez même, que vous rappelez-vous que Matata Ponyo, à un certain moment, avait écarté Moukoko Samba. Ils ont eu même de guerre entre lui et Moukoko Samba. Moi, je connais bien les professeurs Moukoko Samba, professeur à l'Uniki, les professeurs de surpoids, quelqu'un qui est rempli de l'éthique et de la déontologie. Il a parlé de la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo jusqu'à évidemment, 2030. Évidemment, donc Matata ne pourra jamais élaborer, ne pourra jamais présenter. Il n'a aucune vision pour la République démocratique du Congo. Et c'est simplement un détracteur, c'est quelqu'un simplement qui a détruit le Congo, qui a volé le Congo. Aujourd'hui, il s'est présenté comme candidat président pour se cacher. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas être justifiable aujourd'hui, s'il faudrait le dire, puisque vous savez, avec ce qu'il y a eu du cacophonie. Nous ne parlons pas de Matata. Évidemment, vous citez,
nous écarter de notre pour chuter, thématique du vous jour. savez que comme la Cour constitutionnelle a aujourd'hui créé un souci au niveau, il y a un vide juridictionnel, il faudrait le dire, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui en a créé à cause du professeur Dieudonné Kalouba que moi je condamne ici. Et donc aujourd'hui la Cour de cassation ne sait pas comment saisir Matata. Il se trouve qu'il y a un vide juridique et quand il y a un vide juridique, il prétend que pour se protéger, il doit être candidat président. Nous notons que et s'il sera candidat président, encore des hommes forts. s'il sera un candidat président, je me dis que M. Matata perdra son argent. Qui dirige maintenant mon débat, s'il te plaît. Je vous le concède. Merci, c'est gentil de votre part. C'était une introduction. Voilà, nous continuons. Tchisok, vous connaissez le M23? Évidemment. Vous connaissez le M23? Évidemment. Et tant que Congolais, je suis censé connaître M23. Voilà. Parlez-nous du M23 que vous maîtrisez. Bon, c'est un groupe de rebelles. Ce sont ces criminels qui créent de la terreur, des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe. En fait, certaines personnes disent que c'est un groupe armé du Congo. C'est comme ça qu'on les qualifie. C'est-à-dire que ce sont certains Congolais qui ont créé ces petits groupes-là pour créer des atrocités, etc. Mais moi, j'aimerais informer à certaines personnes qu'en réalité, le M23 regorge pratiquement 95% de Rwandais et de Ougandais. Il n'y a que 5% de Congolais. Nous aurions, d'ailleurs, ce qui est sûr, les Congolais le savent, que le siège politique du M23 se trouve à Kampala. Évidemment. C'est pourquoi je vous dis que le M23, on nous présente que c'est un groupe comment dirais-je, un groupe armé. C'est un groupe de Congolais. Des Congolais, etc. Disons membres du M23. Membres du M23. Mais je vous donne l'information qu'à 95%, le M23 regorge plus des Ougandais, des Burundais et des Rwandais. Voyez les images aussi. Au-delà des images, nous avons fait des investigations. Mais lorsque vous regardez des images... Vous avez été à l'Est? Si, moi j'ai déjà été à l'Est en 2016. Okay. 2016, fin 2016, début 2017. Je suis allé faire mon stage académique dont j'ai parlé de la problématique de l'exploitation du gaz méthane de la Kivu. J'étais à Goma, j'étais à Bukavu. J'étais même arrivé presque à Gisenyi. Je connais comment... Vous avez pas pu du droit la situation insécuritaire de la partie? Évidemment, précisément à Goma, il n'y a pas de problème. Goma est une ville... une très belle ville, Goma. Il fait beau de vivre à Goma. Je vous dis sincèrement, j'étais à Goma. Oui, et Goma, c'est une très belle ville que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà été à Bukavu. Bukavu, c'est une ville entourée du lac. Hein. C'est vraiment, les gens ont construit au bord du lac. C'est une ville, il fait très froid. Il fait froid à Goma, il fait froid à Bukavu. J'ai même été jusqu'à Walungu. J'ai été à Bukavu, précisément à Dibanda. J'étais à Goma, dans la commune de Goma. Et donc, Goma, on appelle ça la ville de pierre. Hein. En fait, je sais qu'on appelle ça comme ça. Tchisok, soyons maintenant direct avec mes questions. Oui. Oyebi que, tant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment dans le mois de janvier, dans le mois de février, le M23 avait écrit au président. Évidemment. Tu connais les contours de la lettre? Ce que je sais est que le M23 voulait une collaboration avec le gouvernement congolais, également avec le président Félix Tshisekedi. Ok. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts à se soumettre et à se mettre au service de la nation. Évidemment. Mais pourquoi Boyamba y monté? Non, évidemment, mais c'était un piège, puisqu'il faudrait le dire que le M23 ou d'autres mouvements rebelles veulent négocier pour exploiter légalement maintenant les richesses de la République démocratique du Congo. Donc c'est... Attends. Je vais bien reprendre cela. Tchisok. Je vais bien reprendre cela. Le M23, comme d'autres mouvements criminels, veulent négocier légalement pour exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Attends, là tu es en train d'insinuer le corps de l'accord qu'il y a eu entre le M23 et la République démocratique du Congo. Oh, le M23 a rappelé dans le Congo. Vous avez tout compris. Heureusement que je suis face à une dame très intelligente qui explique exactement ce que ça signifie. Tu toi. Le Congolais veulent savoir. Oui. Parce que le M23 n'a pas correspondance à Bango Nyosoti, dernière correspondance à Bango. L'année passée, oui. Babanda a insisté sur le respect de l'accord. Ouais. Le corps de cet accord. Le français est beau des fois. Le corps de cet accord, tu sais, Kezani. C'est que je venais de vous dire que le M23, comme d'autres mouvements rebelles, veulent exploiter légalement les richesses
du Congo. Il faudrait que... d'autres mouvements, ou bien il est le seul? Parce que Non. jusque-là, il est le seul mouvement Non, mais c'est-à-dire que... qui approche le pouvoir Oui, c'est-à-dire officiellement. que, oui, c'est-à-dire que bon, en fait, ça va commencer par lui et d'autres mouvements vont se rejoindre. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Il faudrait envoyer d'abord quelqu'un pour voir comment ça va se passer et puis les autres viendront. En fait, le M23 veut aujourd'hui légaliser son exploitation, veut aujourd'hui légaliser ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Il accepte de dire, ben écoutez, nous allons stopper notre manière de créer la guerre de l'insécurité. Puisque le problème, c'est quoi à l'Est de la République? Un mouvement arrive, il trouve une ville, une cité où il y a gisement, on retrouve réellement qu'ici, il y a facilité d'exploiter, il y a facilité d'extraire. Alors vous savez que les autochtones, ceux qui vivent au village sont focus là, ils sont déjà fidélisés, c'est-à-dire qu'ils adorent là où ils vivent, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent? Pour essayer de faire peur à ces personnes-là, ils viennent créer de la terreur, des atrocités. Ils viennent pour les chasser. Au-delà de ça, ils massacrent les uns et les autres, ils créent tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons. Alors, comme ces genres d'actes créent des problèmes en République démocratique du Congo, comme ces criminels veulent exploiter légalement maintenant, il faudrait passer par des accords. C'est-à-dire, ils vont négocier avec le gouvernement congolais pour dire « nous n'allons plus déranger la population de l'Est de la République, nous voulions maintenant que vous nous permettez d'extraire, d'exploiter via un contrat. » C'est-à-dire que le gouvernement congolais doit avoir un contrat avec des groupes armés qui vont extraire. Et ils vont vous dire ce qu'ils vont bénéficier et ce que vous allez bénéficier. Et ceux qui vont bénéficier, ça va permettre à construire leur État. Et puisqu'il faudrait le dire, derrière les groupes armés, il y a des forces obscures qui sont cachées. En principe, posons-nous la question, ces groupes armés sont alimentés par qui? Puisqu'ils ont des tenues militaires, parlons bref de la logistique militaire, ils en ont tout, ils en possèdent. Il faudrait vous poser la question, où est-ce qu'ils trouvent tout ce que nous appelons comme étant logistique, n'est-ce pas, les munitions, etc. Qui est derrière eux? Là, il faudrait voir, il y a certains pays qui sont derrière eux, mais également ce que nous appelons la communauté internationale. Bref, la communauté internationale, et j'appelle ça quelques pays, des pays puissants où il y a certaines personnalités, des personnalités puissantes qui sont tout autour de ces, pays, de ces groupes armés financés pour qu'ils vendent leurs minéraux, pour qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent faire. Eric Tshisoka, il y a les consultations qui se poursuivent jusque-là, bien Évidemment. sûr, à Nairobi. Pour vous, nous serons autour d'un nouveau accord ou bien nous serons soit en train de modifier l'accord ou proposer ou rassurer au M23 l'application du précédent accord? Est-ce que pour qu'il y ait la paix, ça c'est la question fondamentale que nous devrons nous poser. Oui, on allait finir par là, oui. Parce qu'apparemment on est en train de négocier puisque l'état des sièges plutôt est en cours. Mais là, il y a une délégation de la présidence qui est encore à Nairobi en train de négocier. D'ailleurs, le lieu même du précédent accord, l'accord dont on parle, l'accord qui nous a conduit encore aux négociations, a vu le jour à Nairobi. Et nous nous retrouvons là-bas. Nous aurons quoi à la fin de ces Je l'ai dit une fois, je crois que le président peut-être a agi comme chef de l'État. Je comprends qu'il est passionné de trouver la paix à l'Est de la République. Exact. Mais je m'étais dit qu'avant que le président puisse initier c'est que je peux appeler ça un consensus avec des groupes armés et M23 et consorts, il devrait en principe faire une table ronde, s'il faut appeler ça ici, avec tous les ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est très important. C'était primordial en fait. D'abord, c'était ça qu'il devrait commencer par ça. C'est vrai, vous allez parler, négocier avec des criminels, alors que si nous appelons ça une guerre asymétrique, nous appelons une guerre dont la population participe à cette guerre. Je vais vous donner un exemple. Un citoyen comme Congolais qui habite Béni, par exemple, qui n'a pas de travail, il ne travaille pas, et, il vit dans la pauvreté. Même quand il a des initiatives, le gouvernement n'accompagne pas. Et tout ça, alors que le milice arrive, ils vont discuter avec la personne, nous allons te payer par exemple $200 chaque fin du mois, tu as la possibilité de faire ça, mais toi tu ne peux pas nous aider avec ça. Et lui, comme il n'a pas de travail, il va participer à cela, il va créer de la terreur, il va aider, puisqu'on a, voyez-vous, rappelez-vous. Essayons d'être un peu bilingue. Voilà, tout s'est rappelé lorsque l'état de siège décrété par le chef de l'État, il y a eu même des chefs coutumiers qui ont été arrêtés avec des milices. Il y a eu aussi des femmes au balai Sagaba milice. Ce qui était surprenant en fait. Voilà, maman. Inattendu. Voilà, une maman et le milice viennent là chez lui, à l'ambelagabon biloko golia. Donc c'est-à-dire que pour l'ambelé biloko golia et comme Moussala naï, elle est payée chaque fin du mois.
bamusu balalisaka ba criminel banda kuna bango omona akokosa so boye bosali patrouille ya bana baza bana na ngai waza cousin na ngai waza cousine na ngai. Vous comprenez un peu ce qui a été fait à l'Est de la République. Alors, comment voulez-vous, c'est ce que j'ai dit, il y a certaines personnes qui ne savent pas aider les présidents de la République. Comment voulez-vous commencer à initier un consensus avec les groupes armés sans que vous réfléchissez sur une table ronde à l'Est de la République? Une table ronde nabanane avec tous les ressortissants de l'Est de la République. Tous les anciens gouverneurs et les nouveaux gouverneurs, les chefs de territoire, les militaires, ça l'appelle tribune populaire et tribune populaire et aussi comme ça la campagne. Rappelez-vous la campagne à Kala Oyo sous je sais pas, peut-être ma mémoire va me tromper ou va me rappeler. Je crois que ça doit être sous Malou Malou ou sous Ngoï Mulunda. Arme a fait contre $100. C'était Ngoï Mulunda. Merci. On vous dit vous apportez Mundo qui va payer $100. Pourquoi ne pas faire campagne à désarmement à l'Est de la République après une table ronde où chacun va dire nous ne voulons plus de la guerre, où nous allons dire tout le monde va brandir, tout le monde, je souhaiterais, à partir d'aujourd'hui nous mettons fin, ils doivent dire ça. À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin de la guerre à l'Est de la République. Ça doit commencer par les autochtones, le fils et filles du Grand Kivu, le chef coutumier du Grand Kivu, tous ces patriotes du Grand Kivu. Dès que ça quitte table ronde, alors maintenant, il fallait passer à la phase mi-balé. Phase mi-balé, c'est la phase Oyo, il y a qu'à négocier, il y a qu'à discuter. Je ne vais pas parler de la négociation, puisque l'État ne peut pas négocier qu'avec des groupes armés. Il y a quelque part aussi une faiblesse. L'État devrait maintenant, n'est-ce pas, parler avec ces groupes armés. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et Bango va payer sa position à Bango, vous comprenez? Et maintenant, à ce moment-là, nous allons voir. Si nous trouvons que, puisque l'État ne peut pas négocier en position de faiblesse. Moi, j'ai appris en tant qu'économiste, quand vous allez même négocier un contrat, on ne part jamais de négocier un contrat en position à faiblesse. Même ce qu'on dit que Batindio Bibira Marilo que nous négocions un contrat pour Naïdem, aux awana aux attentes à 100 francs mon côté, oui la moutou kato et makolo. Quand tu vois, tu trouves que toutes ces personnes sont boss, négocie, il faut qu'on négocie na niveau moral d'icolo. Peut-être que Bango Bangaï peut-être pas payer ça $1 million, mais si on négocie ma bébé payer peut-être $25 000, alors que tu as mal joué ta carte. Nous sommes un État souverain. On ne peut pas négocier avec l'armée, les groupes armés en position de faiblesse. Puisque c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est comme si tu as bon de la Bango, Botika Bitumba, Tolingi ici là, Tosolo là. On n'a pas besoin de ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine s'est imposée. L'Ukraine a décrété la Russie a décrété la guerre. La Russie s'est imposée automatiquement. Elle s'est fait respecter. Évidemment, un État doit se faire respecter. Un État ne peut pas aller négocier en position de faiblesse. Nous ne pouvons pas. Le Rwanda est un petit pays. Le Ouganda et les autres sont des petits pays. On ne peut pas vouloir négocier en position de faiblesse. Voyez-vous, donc tout devrait commencer par là. La réconciliation au niveau du Grand Kivu, évidemment maintenant parler avec nos groupes armés. Et si ces groupes armés, puisque il faut toper sa règle et à jeu. Voilà ce que la RDC pense. Il faut que tout ça la boy, tout ça. Comme nous sommes maintenant dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC fait partie, il faudrait nous rappeler, c'est là. Si nous trouvons que ces groupes armés s'imposent à ce que nous nous demandons, eh bien nous passons par la deuxième voie, ce que j'appelle la voie de toutes les voies, c'est la guerre. Un État ne peut pas avoir peur de la guerre. Non. Les États qui se font respecter, ce sont des États aussi qui vont en guerre. Puisque la guerre aussi démontre réellement que la capacité d'un État. Les USA, pour que nous disions des USA, la grande puissance, l'USA fait la guerre. C'est un État fort. L'Allemagne fait la guerre. Voyez-vous, la Russie fait la guerre. Au-delà de la négociation, il fait la guerre. Récemment, ils ont commencé à négocier avec l'Ukraine. Mais en négociant, ils combattent toujours. Jusqu'à ce que ceux qui vont chercher... Mais également, la République démocratique du Congo, en négociant, ils attaquent. Ben oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit, que ce sont des atouts, c'est quelque chose que nous acceptions. Nous sommes entrés, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas que la négociation soit du genre comme si toi, au Sengabango, mais Eric, tu sois quand n'est-ce pas, gâteau moroboué, on n'a pas besoin de ça. Puisque l'hypothèse où il fallait que le président, avant que le Congo, quand on parle du président, parce que ce sont ses services qui sont là-bas, avant d'aller à table avec Batouane M23, il a fallu que Goku Tanaba autochtone est raté. Dans le stade Otozali, qu'est-ce qu'il nous faut concrètement dans le stade Otokomi? Puisque quand la correspondance les amis qui circulé, Bazala à Kinshasa, le vice-premier ministre, chef de l'intérieur de l'époque, le gouvernement passé, la résolution malheureusement est aboutissée à Kakate, alors que le vice-premier ministre a cela qui fait rapport à un président de la République. Mais jusqu'à là, jusqu'à ce que le pays de la sous-région, va faciliter entretien entre les Congos, donc le pouvoir de Kinshasa,
et le M23. Entre-temps, le M23 est le seul groupe armé où ils ont des membres congolais dans la quantité. Ouais. Sans compter le parce que à part le groupe armé soi-disant à caractère congolais, il n'est pas le seul. Ni il faut que ça dans le moment où. Je crois que ce n'est pas tard. D'abord, du fait que tu as dit que le groupe armé Wana, avant que tout ça la négociation, ce n'est pas tard. Nous pouvons toujours rattraper les petits retards au Tozanango, puisque je pense bien, même dans une famille, ceux qui et le Komabe Kotinandako, il faudrait comprendre qu'entre nous, nous avons à Fongoli porte. Soit dans Maloba, évidemment, c'est toujours comme ça. Soit relation Ndako na yo bako tate ba piller, ba kei sans que mutu moka favoriser yango ou soit que mutu az approche na yo nda yebi ndako no malamu. On attaque que ses proches. Voyez-vous, on ne fait que du mal à à nos proches. Donc pour que Basaloma bébé Bira Marilou, c'est pas quelqu'un qui viendrait du ciel, c'est celui qui est à tes côtés. Je me rappelle, moi qui n'a pas latin philo, je vais me rappeler, ça doit être César ou quelqu'un d'autre, mon esprit va me rappeler, lorsque son fils Achuba Mbeli na Mkongo, son fils proche, le roi a tourné le dos, a talié, à l'oban en latin, tout filimi. Ce qui veut dire, et toi aussi mon fils. Voyez-vous? Donc le mal ne vient pas de l'extérieur, ça vient toujours de nos proches. Et donc par là, j'aimerais simplement dire que nous devrions réparer maintenant, réparer dans le sens où ce n'est pas tard, le président peut initier quelque chose. Si ce n'est pas le président qui initie, comment nous avons le Premier ministre qui est le patron du gouvernement, qui peut peut-être se dire je vais à l'est de la République, il fait cela au nom du président de la République, les autochtones. Rappelez-vous qu'Mbosso l'autre fois a demandé aux députés, mais il avait bien canalisé... quitter les groupes armés. Oui, quitter les groupes armés. Mais la phrase bouillonnante, oui, ça fait trembler les pays. Oui, mais il s'agissait de quels députés? Il s'agissait des ressortissants de l'Est. Quitter les groupes armés. Ce sont eux les patrons des groupes armés. Bon. Évidemment, il y a certains qui sont des patrons. Donc, les groupes armés congolais. Évidemment. Okay. Ils sont des patrons, ils sont là. Mais on va se poser une question. Vous êtes élu député en 2018, mais vous avez un immeuble. Généraux, tout le monde a généraux, ils ont eu l'argent où? C'est par la guerre que les gens font de l'argent. Partout au monde. Je vais vous dire une vérité. Vrais milliardaires, hommes forts et à monde, ce sont ceux qui financent de la guerre. Ce sont ceux qui créent des épidémies. Qui créent des épidémies, qui apportent des solutions. Puisqu'ils veulent faire de l'argent. Ils sont là. Alors, l'Est de la République, c'est comme ça que ceux-là ont compris que Kopeza c'est un business. C'est un business. C'est une guerre, il y a à faire. Tu comprends un peu ça? Alors, maintenant, il faudrait trouver de voies et moyens pour réparer Ango. C'est pourquoi nous parlons que la RDC doit se faire respecter. Doit se faire respecter, la RDC doit devenir un État fort. Il faut savoir discuter, il faut savoir collaborer, il faut savoir entretenir bien votre pays, entretenir bien l'armée, etc. Si tu as toujours une nation qui est menacée. Parce qu'il faut, la question fondamentale à nous poser, Bébira Marie Le Bokola, une petite nation comme le Rwanda, est-ce que le Rwanda peut réellement menacer la RDC? On va y arriver, tu sais qu'on va y arriver. Mais il y a une chose, parce que nous devrons y arriver. Oui. En dehors de groupes armés congolais, Otoyebi, M23 et consort, parce que M23 déjà est étendard, il y a des groupes armés congolais, il oui. Le ZADF et le FDLR. Oui. Le Otoké n'a pas accord, puisque le Congo est aussi un M23 rapatriement. Ouais. Il y a des criminels. Ok? M23 sont reconditionnés selon les accords. Et c'est là qui, avant rapatriement, il faut s'en suivre un respect au Congo, n'a pas il y a contrat. Donc, moi, le M23 a rapatrié. Exact. Si on a M23, on a 150 groupes armés. Bon, AFDEL et AFDELR na ADF. Bon, ça, on a Oibindeko Bébira Marilo sous Kabila, ils ont un contrat sous République a signé où tu vas tenir les aboutissants. Puisque ADF ou FDLR, Elisa domicile na Congo. Évidemment, évidemment, c'est via un contrat. C'est pourquoi je vous dis que. Ce n'est pas parce qu'ils font la rébellion dans leur pays. Non, ça n'a rien à voir. Sous Kabila, il y a des choses qui ont été signées
même parlons à Tabablouk Adan Gettler ici, parce qu'il faudrait le dire, Gettler fait partie de ceux qui ont créé la guerre à l'est de la République. Le M23 a pour son siège Kampala, Ah les ADF et les FDR ont pour leur siège évidemment la RDC. République démocratique du Congo. Il faut comprendre ce que ça signifie. C'est quoi en fait Il faut le comprendre, Troïka qui est ouais, là? il faut comprendre ce que Matata peut appeler à l'époque Troïka, quoi, stratégique. Le Troïka stratégique. C'est un grand comédien. Alors, je disais que si vous regardez tous les contrats signés par Kabila, en fait, par la politique de Kabila à l'époque, vous comprendrez que ce sont des contrats. Votre voix a baissé apparemment. Non, si vous voyez le contrat signé par Kabila à l'époque, ce sont des contrats que certaines personnes ignorent. Il faut lire ces contrats-là. Et on n'a jamais voulu mettre ça à la place publique. Et pourquoi? Mais écoutez, est-ce qu'ils vont... Ils savent que ce qu'ils ont traité avec certains pays ne peuvent pas aider la République démocratique du Congo. Et que certains Congolais, ceux qui réfléchissent comme nous, ne seront pas tout à fait d'accord de ce qui s'est fait. Et maintenant, raison pour laquelle, à l'époque de M. Kabila, pour que le peuple ne sache pas réellement ce qui s'est fait, il fallait embrayer la population congolaise, les remettre dans une distraction. Comme quoi, par exemple? Dans une distraction de la musique, dans une distraction de sport. Puisqu'on sait bien qu'il y a quelqu'un, je suivi, je crois, ça doit être soit du Kenya ou soit de l'Afrique du Sud, je me rappelle. Oui, c'est de l'Afrique du Sud. C'est un jeune qui a parlé devant le Sud-Africain. Il dit la République démocratique du Congo est un pays de la distraction où les gens sont concentrés que pour la musique et les sports. Il sait pourquoi il a dit ça. Puisqu'il fallait mettre la population dans une distraction et comme ça, ils vont rester faire tout ce qu'ils peuvent faire sans que les peuples ne comprennent. Et également, pourquoi? Puisqu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi je disais que nous voulions que certains Congolais s'approprient des anciens accords dont la Kabylie a signé avec certains États. Puisqu'il y a des clauses qu'il faudrait mettre. Récemment, vous venez à peine de nous parler, vous venez à peine d'affirmer, c'est que le M23 demande à la République démocratique du Congo, puisqu'il faudrait que la République démocratique du Congo puisse se respecter. Mais posons-nous la question, que le Congo respecte quoi? Alors que le M23 acquise le régime précédent. Acquise les régimes précédents. Disons que le régime précédent n'a pas voulu respecter le terme des accords. Oui, quel est ce terme des accords? Quel est ce contrat qui est signé? Qu'ils brandissent, qu'ils nous disent. L'accord en souffrance. Mais également, c'est pourquoi je vous dis qu'ils ne vont même pas brandir pour nous dire voilà ce qui est caché. Ils ne vont pas le dire. Ils doivent brandir. L'autre fois, nous avons demandé au président de la République, lorsqu'on a vu les contrats RDC avec Dan Gettler, nous avons demandé à ce que l'on puisse brandir ces contrats. Ces contrats ont été brandis, je ne sais pas si vous en avez suivi. Si vous regardez, vous allez aujourd'hui aux réseaux sociaux, vous consultez, vous trouverez qu'on a brandi les clauses du contrat entre la République démocratique du Congo et Dan Gettler. Et nous informons aujourd'hui la population congolaise, certains blocs pétroliers ont été mis, il y a eu comment on appelle ça, l'appel d'offres, dont on fait appel à certains, à ceux qui ont des moyens de venir exploiter nos blocs, etc. C'est facilement. Rappelez-vous qu'à cause de cela, il y a eu même un problème entre Dan Gettler et la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a fait à l'époque que le ministre des hydrocarbures ait des problèmes sérieux. Et c'est ainsi qu'il s'est lui-même, il est parti même rencontrer le service de l'ANER pour s'expliquer par rapport à toutes ces choses. Bref, nous savons ce qui se passe. C'est pour vous dire que les anciens contrats que Kabila a signés avec certains États, non seulement les États, avec certains ministres, ça crée des problèmes pour la RDC. Et si la Kabila continue en gérant la RDC, on aurait dû être surpris d'apprendre peut-être que non, Bénissi et Tekama. Donc, ce qu'il est là, le gouvernement congolais va céder au Congo, guerre dans l'Est aussi là. C'est ça la conclusion. Gouvernement congolais, il faudrait revisiter, revoir Yango. Il ne peut pas céder. Yango Bate, le coup va signer qui n'a gouvernement. Et ça, oui, bien de Bébira Marilo. J'ai aimé ce que la ministre de l'Environnement, Salaki Bazaïba, que je salue en passant. Lorsqu'elle devient ministre, vous savez la première des choses qu'elle a faites? C'est d'abord état de lieu, etc. Aoutiko rompre, suspendre tous les contrats où il respecte qui procédure dans le ministère. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à suspendre à boy le contrat. Il y avait l'exploitation, la forêt, certains contrats qui ne respectaient pas la procédure. La dame sur le plan de papier, est-ce que dans l'effectivité, mais quand un ministre déjà, même sur l'état des papiers, a sali déjà, ça veut simplement dire qu'il y aura maintenant... il y aura, s'il vous plaît, non. Au moins, il me dira Marilou, toi, tu as Congo. Puisqu'aujourd'hui, il y a un changement à connaître. Changement à connaître, c'est par la vision du président de la République et que nous voyons certaines choses. Il faudrait les dire. Pour la toute première fois depuis que Congo est à la Congo, tout le monde une réalisation à DGI. Dans mois, il y a avril,
1,5 milliard de dollars, chose qui n'a jamais été faite. La DGI, par rapport à la recette naïe, a eu 1,5 milliard de dollars, ce qui n'a jamais été fait depuis que Congo est à la Congo. C'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui un changement ezali au Salema. Ce que nous voyons avec la ministre Bazaïba, avec certains ministres, ou la vision Mkonzamboka, nous trouvons qu'ils font des choses mieux que ce qui est hier. Donc nous ne pouvons pas dire que comme le système Kabylie avait signé certains contrats et que nous devrions arriver et respecter ces contrats-là, même si dans ces contrats-là, il y a violation des principes. Et si dans ces contrats-là, on vous dit la partie Est de la République, il faudrait donner ça au Rwanda ou au Burundi, nous allons dire pour la souveraineté de l'État ou que puisque nous respectons l'État, puisqu'il y a les principes de la continuité du service de l'État, nous devrions céder cela. Non! On ne peut pas céder cela. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait la révisitation. Et dans la révisitation, on doit nous brandir le clause, c'est que nous allons mettre la République, évidemment, et les groupes armés. Il faudrait que nous sachions ce qui doit être fait. Et par la suite, on verra. Parlons de la région démocratique en Afrique. Le Congo RDC, les Congo plutôt la République du Rwanda, la sous-région en fait. Oui. Le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda. Ouais. Il nous semble que le Rwanda est le pays le plus développé. Oui, évidemment. Le plus développé que l'Ouganda, le plus développé que le Congo-Brazzaville, le plus développé que la République démocratique du Congo, c'est exact. Le plus développé que le Kenya. Non, ou pas bien le Kenya. à pied d'égalité que le Kenya. Non, pas à pied d'égalité, puisque le Kenya est tellement développé. Nous pouvons prendre après le Kenya, c'est le Rwanda. Après le Kenya, c'est le Rwanda. Après le Kenya, c'est le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays aujourd'hui développé que la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Quand vous parlez de petit pays. C'est un petit pays. D'abord, il faudrait dire que le Rwanda n'a que richesse, que nous, comment on appelle ça, lui, il a ses, comment on appelle ça, potentialité, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage. Le Rwanda ne possède ni le mine. Et vous, c'est quoi votre point fort pour faire développer votre pays? C'est une très belle question. Parce que le petit Rwanda a la pêche, l'élevage et l'agriculture. Oui. Et vous, les grands Congo, vous avez quoi? Très belle question. Je vais vous poser des questions pertinentes. La RDC est un pays qui a beaucoup de potentialités. C'est toujours beaucoup chez vous, mais dans la réalité de la vie de votre citoyen, il y a zéro. Évidemment, le Congo a beaucoup de potentialités, mais pourquoi la RDC ne s'est jamais développée? C'est plus qu'il s'est posé un problème de leadership. Donc Matata est incapable de prôner le leadership et il veut aujourd'hui nous brandir le leadership. C'était un problème du leadership. Ça veut dire quoi? On a au Congo un problème d'homme et un problème de la vision. Au Congo, ceux-là qui font la politique pour des intérêts personnels. Politique n'a qu'on a bien la lingala et comme COP. Toi, comme ça, la COP peut se retrouver. Et pendant que toi, comme ça, la COP, certains mettent du sérieux et ils travaillent. À Kigali, par exemple, quand vous arrivez dans la ville de Kigali, vous trouverez que la ville de Kigali est très bien construite, cette ville-là. Et qu'est-ce qui vous a empêché à construire le Congo? Mais c'est ça, je parle de l'homme congolais. L'homme congolais, je l'ai toujours dit, il a l'ADN de détournement. L'ADN de la cupidité. Que vous ne pouvez pas gérer. Non, ce n'est pas que nous ne pouvions pas gérer. Que nous sommes en train maintenant de faire des efforts pour gérer, pour transformer cela. Vous savez, les 32 ans de Mobutu, ce que nous avons vécu, les 18 ans de Kabila et les 3 ans de Tshisekedi, pour que nous changeons l'homme congolais avec les 32 ans et les 18 ans, ce n'est pas facile. C'est comme vous êtes une femme très intelligente. Si aujourd'hui vous devrez rééduquer un enfant qui a raté l'éducation, qui a aujourd'hui par exemple atteint, qui n'est plus enfant mais qui a atteint par exemple 50 ans, donc vous devrez rééduquer cette personne-là, ça ne sera pas facile. Voyez-vous, vous allez travailler sa mentalité, mais ça ne sera pas facile. Les Kinois ou les Congolais, mais vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que pour rééduquer l'homme congolais, il faut un travail de titan. L'homme congolais, sa rééducation, c'est le là, pour nous que nous s'aimer, na bilanga, que nous s'aimer, mon côté bilanga aussi, et boti matiti mabe tout ça. Donc vous ne pouvez pas s'aimer na babilo matiti mabe. Il faudrait déraciner, labourer une nouvelle terre, n'est-ce pas, et mettre de graines pour que ça puisse se produire. Donc ça veut simplement dire, ça veut simplement dire que il faut la rééducation de la population congolaise. Si aujourd'hui le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est le leadership de Paul Kagame. Kagame a joué... Un dictateur qui a quand même orienté son pays. Il faudrait les dire que Kagame fait partie des présidents dictateurs qui ont détruit certains, qui ont pillé les Congo, n'est-ce pas, pour construire le Rwanda. Mais où est le mal? S'il détruit pour le bien de son peuple.
Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas détruire un autre État pour construire son État. Mais parce que votre État est faible. Non, mais c'est pas que... En fait, le problème de la RDC, c'est le problème d'homme qui a fait que... Mais oui, c'est l'homme qui gère. Kagame est un homme. Oui, c'est qui a fait... Mais il il faut nous poser la question. Ah, c'est pourquoi là, je rejoins le docteur professeur Noël Tchani. Pourquoi la RDC a été détruite sous Kabila? Puisque lui-même, Kabila n'a jamais été congolais. Mais il va favoriser quoi? Nous avons eu dans ces pays quelqu'un qui n'a pas été congolais. Pendant 18 ans, il a géré la RDC. Et c'est dans ces 18 ans que le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que le Rwanda s'est développé sous Félix Tshisekedi? Non. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il se pose un problème de l'exploitation de l'or au Rwanda à cause de la RDC suite du fait que la RDC décréta l'état de siège? C'est-à-dire que les 18 ans dont nous avons vécu la terreur, tout ce que nous vivons ici, le Rwanda a vécu l'émergence. Si aujourd'hui il faut parler, d'abord, c'est pourquoi j'interpelle Matata Ponyo, il faut parler de l'émergence du Rwanda sous votre gouvernement, Kabila. Que Matata dise, sous notre gouvernement de 18 ans, nous avons fait du Rwanda un grand pays. Il doit dire c'est là. Le Rwanda aujourd'hui est le géant de l'Afrique. Mais il est le géant de l'Afrique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il est le géant de l'Afrique puisqu'ils ont profité sous la gestion de la Kabylie. Kabila n'étant pas congolais, Kabila appartenant à la Tanzanie, au Rwanda et d'autres pays, c'était tout à fait normal, n'est-ce pas, de favoriser ces États-là, de piller le Congo, de faire tout. Et puisque lui-même a travaillé avec des étrangers qui ont pillé le Congo. Nous sommes en train d'évoluer rapidement. Rapidement, vraiment, il faudrait frôler cette question. Oui. Savez-vous que le Rwanda s'est doté d'un satellite? Ouais. Le Rwanda s'est doté d'une agence aérospatiale. Évidemment. Pensez-vous que derrière le Rwanda, parce qu'aujourd'hui on les compare à la taille de l'Espagne, oui. Pensez-vous que le Rwanda bénéficie d'une main extérieure et que cette main serait en train de façonner le Rwanda pour coloniser l'Afrique tout entière? Lorsqu'on prend... le Rwanda ne peut pas coloniser toute l'Afrique entière, impossible. Il y a des pays qui sont plus forts que lui, l'Angola, nous prenons par exemple le Kenya et d'autres pays qui sont plus forts, et donc ils ne peuvent même pas favoriser. Mais puisque le Rwanda est en train de dominer le Congo, non, c'est sûr, il deviendra je vais vous dire une chose. Quand on nous a ramené Kanambe en République démocratique du Congo par une branche de la communauté internationale pour des intérêts qu'ils avaient derrière Kanambe, rappelez-vous, et c'est par là qu'ils ont profité. C'est-à-dire, en profitant, il fallait exploiter la RDC. Et le Rwanda, sage qu'il était, puisque, rappelez-vous, quand Mouzé refusait à ce que l'on puisse vendre le Congo, il a même dit avant de mourir, avant qu'il ne meure, ne jamais trahir le Congo. C'était déjà pour dire pour lui que peu importe les contrats que moi j'ai signés personnellement avec le Rwanda pour que je devienne président, je ne peux pas vendre la RDC. Vendre la RDC, ça veut simplement dire laisser aux Rwandais ou les autres d'exploiter le Congo, puisque Mouzé Laurent Désiré Kabila n'en voulait pas. Et quand il meurt, on choisit un proche de lui. C'est ce que j'ai toujours dit, ce sont toujours des proches qui nous font du mal. On prend un proche de lui qui connaissait les tenants et les aboutissants. On lui choisit comme président de la République. Et c'est par là... Président par succession. Par succession, c'est par là que le développement du Rwanda a commencé. Quand Kabila devient président de la RDC, ou Hippolyte devient président de la RDC, c'est là-bas, c'est le départ du développement économique du Rwanda. Okay. Laissez-moi un peu finir par là. Et lorsqu'il commence à travailler, c'est par là qu'on multipliait des groupes armés. Rappelez-vous, sur Kabila, nous avons eu plus de 1000 groupes armés à l'est de la République. Il y a des statistiques, si vous vérifiez, vous allez trouver, prenez de 2001 jusqu'en fin 2017, nous avons eu plus de 1000 groupes armés en République démocratique du Congo sur le sol congolais. Donc, le développement, la croissance économique, le leadership que Paul Kagame a eu, c'était sur l'exploitation des minéraux. Puisqu'il faudrait le dire, ils ont une entreprise de transformation de l'or aujourd'hui, le Rwanda a plusieurs entreprises, etc., des minéraux, du cuivre, du colbate et tout ça, et le Rwanda exploite même les gaz méthane du lac Kivu. Comprenez tout ça. Et on peut conclure que le petit Rwanda n'est jamais petit. Donc non, le petit Rwanda est grand. Le petit Rwanda était un petit pays sous Mobutu, puisqu'il ne pouvait rien faire sous le leadership de Mobutu. Voyez-vous, et aujourd'hui, le petit Rwanda est devenu le grand de l'Afrique. Le petit Rwanda n'est pas devenu le grand de l'Afrique, mais le petit Rwanda est devenu plus grand que la République démocratique du Congo suite à la favorisation de l'exploitation des minéraux. Qui a fait du Rwanda un grand pays? C'est monsieur, voilà. S'il vous plaît, c'est très important. Qui a fait du Rwanda le plus grand, en fait, un pays émergent? Celui qui a fait du Rwanda un pays émergent, c'est M. Kabila.
C'est qui a fait du Rwanda un pays émergent? C'est M. Katumbi. Qui a fait du Rwanda un pays émergent? C'est M. Mozito. Qui a fait du Rwanda les pays émergents? C'est M. Matata Ponyo. Donc, si aujourd'hui nous parlons du développement du Rwanda... Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va laisser le Rwanda exploiter et raffiner l'or de la République démocratique du Congo aux yeux et aux yeux de tout le monde. Tshisekedi ne l'a jamais fait. Il n'a jamais voulu le faire et il ne le fera pas. Raison pour laquelle... De manière officielle, il y a un contrat entre le Rwanda et la RDC. Non, il y a un contrat qui a été fait, n'est-ce pas, avant que Tshisekedi devienne président de la République. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi? Donc, c'est pourquoi nous avons parlé de la révisitation. Okay. On ne peut pas, vous savez, nous y allons avec plus de sagesse, puisque là, c'est une question de la souveraineté, c'est une question de guerre. Puisque derrière le Rwanda, il y a des États qui sont derrière. Alors, il faudrait révisiter ces contrats-là. Nous devrions nous imposer. C'est pourquoi j'ai dit pour s'imposer... C'est ce qui est en train d'être fait. Par exemple, Tshisekedi devient président en moins de 5 ans, il décréta l'état de siège. Alors que l'état de siège crée de la terreur au Rwanda, Kabila était pendant 18 ans. La constitution existait. Et dans cette constitution, il y avait possibilité de décréter l'état de siège. Pourquoi n'avait-il pas décrété l'état de siège? Pour résoudre au conflit à l'est de la République. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Puisque lui-même n'étant pas congolais, eh ben, il pouvait ne fût que favoriser le Rwanda et le faire. Voilà, nous chutons la dernière question qui nous attend. Le fédéralisme à gauche, le tribalisme à droite. Aujourd'hui, la BACO invite le président de la République démocratique du Congo à adhérer au fédéralisme. Tu seras question, on peut répondre à la lingala. Le fédéralisme na Congo, à un moment, est opportun. Je vais répondre yango très bien. La République démocratique du Congo, pour la minute au fédéralisme, il y a une importance. Pour la nini. Ce qui est comme l'État fédéré, tous la province, la province où ils allaient gérer par les autochtones, etc., ça va créer ce que nous attendons par la balkanisation. Et nous le voyons aujourd'hui. Pourquoi? Rappelez-vous, allez construire chez vous, allez vers chez vous, etc. La RDC n'a pas encore atteint cette maturité. Les gens disent que je salue mon père, Jean de Pierre Badiata, qui se bat beaucoup plus pour le fédéralisme. Il est du Congo central, il se bat pour du fédéralisme. Mais je lui réponds que Congo est comme une maturité, il y a quoi adopter le principe ou un fédéralisme. Non. La nation va adopter un gros plus comment la maturité. Quand vous êtes à Dallas, n'est-ce pas, vous vous sentez que vous êtes américain. Voyez-vous, vous quittez à Dallas pour aller à Pennsylvanie, vous êtes toujours américain. Mais si nous apprêtons ce système du fédéralisme, voyez-vous ce qui se passe dans les élections à Rosalema. Lui, pour lui, il veut que le Congo central ait appartenir, n'est-ce pas? Et donc, certains veulent que ça soit ainsi. Moi, je prends pour ce que Mobutu faisait. Mobutu voulait l'unité nationale. Rappelez-vous sur Mobutu. On dit que la nation n'existe pas, nous ne sommes pas un peuple. Évidemment. En fait, nous sommes un peuple. Il faudrait ôter Babilo Kwana, Muluba, Moussoaili. Non. Il faudrait éviter cela. Le Congo n'a pas atteint ce niveau-là. Il faut beaucoup de travail. Le jour où nous allons atteindre ce niveau, le Congo va changer. Vous pensez que ce soit prêter le principe de fédéralisme non. Mboka na biso est baby, par rapport au principe de fédéralisme, mais ali pour na biso moko tozali to adopter kimoyibi na kati na biso. Je crois que le projet de développement des 145 territoires est entré résoudre le problème du fédéralisme, puisque les gens se disent que chacun doit construire chez lui pour que le Congo se développe. Alors que le problème n'est pas que de construire chez soi. Le problème, c'est d'abord, autant à nous, n'est-ce pas, ce que nous avons imbibé comme détournement, comme impunité, immoralité, et empruntons le développement. Empruntons dans nos esprits l'émergence. Je peux être congolais, je suis peut-être kassaïen, mais si j'ai, j'ai de la volonté de construire chez moi au Congo, construire le Congo, je peux construire au Katanga, je peux construire par-ci, par-là, etc. Donc, le problème pour répondre à l'élo, question à fédéralisme, il faudrait, Congolais, Bossana, Yango, puisqu'il faut créer, Otoza Komonawa, Nakatanga, il faudrait vous rappeler pour citer, même au Grand Bandundu, je l'ai suivi, au Grand Bandundu, ça fait 2 jours où il y a eu des problèmes entre ceux du Bandundu et les Kasaï. Alors qu'il n'y a pas, il y a pas longtemps où nous avons assisté du Katanga. À gauche évidemment, il faudrait éviter cela. Mesdames et messieurs, moi je sais que le Congo vit déjà le fédéralisme. Oui, je vous reviendrai demain. Oui. Je vous parlerai du système et du régime politique, comment on gère le Congo. Le Congo a un système décentralisé. Oui. C'est une forme du fédéralisme. On ne connaît pas à demander. Le Congo a toujours été fédéralisé. Mon cher, le Congo a toujours été fédéré. Évidemment. Toujours fédéré. C'est seulement que nous avons un système de gestion mixte. Évidemment. Pour sauvegarder l'unité du pays. Voilà pourquoi on a des gouverneurs. Voilà pourquoi c'est un système fédéré. Est-ce que vous savez, si nous abandonnons ce système-là, le Congo central voudra aussi avoir sa monnaie?
Mais c'est ça le problème, parce que le Katanga déjà a sa monnaie. Ouais, donc ouais, le Congo a un régime de gestion politique mixte et nous avons la décentralisation qui est une forme de fédéralisme. Pas de confusion, chers frères et sœurs. Le Congo n'a jamais été ce que vous pensez. Donc vous pouvez jouir de vos provinces, construisez chez vous, gérez votre province comme chez vous. Hein, ce sont vos États. Les provinces sont des États. À la seule différence, sur la province des États-Unis, c'est un État. Ne confondez pas. Bon, on vit le mot français. Bon, on vit vous êtes autonome, on vous reconnaît l'autonomisation. Si vous réclamez des rétrocessions, là, nous demandons à la Caisse de péréquation et au ministère de l'Intérieur, dans la vice-primature de l'Intérieur, de veiller aussi à nos députés, de veiller sur la rétrocession. Là, c'est dans votre droit. Mais solliciter le fédéralisme, chers Congolais, c'est que nous n'avons pas encore compris comment fonctionne notre République démocratique du Congo. Merci à Eric Tshisoka, merci à Gims Lokumu, merci à Stéphane Balamongue, merci à la famille Edam qui ne cesse de nous soutenir matin, midi et soir. À nous revoir. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense.
si je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement. Si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments, il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyens de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent.
Tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mwimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.